Oncle Buff. Vous vouloir une grosse Panzer-Division? Ja? Alors allez sur achetereinpanzer.fr. Entrez les détails de votre Panzer et récupérez-le dans l'un de nos nombreux camps. Achetereinpanzer.fr s'engage dans une production durable, construction certifiée aux petites mains des Jungen Judi. Alors n'attendez plus et prenez rendez-vous avec la Deutsche Qualität sur achetereinpanzer.fr. La référence en Panzer. Nous sommes le 1er janvier 1939, à une des grandes charnières de notre histoire moderne. L'Europe s'est transformée en poudrière comparable à 1914. Le revanchisme, les divergences idéologiques, la remilitarisation massive offrent un terreau fertile pour un nouveau conflit de haute intensité. Alors que l'Espagne s'entredéchire dans une guerre civile depuis près de 3 ans, et que les répressions commencent contre les minorités et les rebelles tchécoslovaques récemment intégrés au Troisième Reich, les vieilles démocraties européennes paraissent grandement affaiblies. La France, isolée diplomatiquement. La République d'Espagne, pas loin de la défaite face aux forces nationalistes. Et l'Angleterre, le regard porté vers ses colonies en proie aux conflits locaux. Comment cette situation évoluera-t-elle ? L'appétit de l'ogre allemand sera-t-il stoppé ? L'Europe sera-t-elle sauvée du joug totalitaire ? 9 janvier 1939. Les rapports apportés par les agents du second bureau, en collaboration avec le MI6, sont alarmants. Il est fait état d'un démembrement de la France par l'axe Berlin-Rome. En panne de Panzerschreck, essayez fixation béton. La solution anti-char de la dernière chance. Son pouvoir perforant est à l'épreuve des plus épaisses plaques d'acier soviétiques. Alors n'attendez plus et achetez-le dans l'un de nos nombreux camps. L'entreprise Fixation Béton ne garantit pas l'intégralité de la tête de l'utilisateur, à utiliser avec modération. Cet événement prend place lors des heures les plus sombres de la Troisième République, déjà affaiblie sur plusieurs points. Tout d'abord politiquement instable, suite aux résultats discutables du mandat de M. Lebrun. Économiquement, par le retour d'une inflation et d'une croissance du chômage. Enfin, diplomatiquement isolé du monde et de ses alliés. C'est ainsi qu'à la mi-janvier 1939, à la surprise de tous, Albert Lebrun quitte la France et se rend au pays du soleil levant par avion, où il y signe avec la délégation nippone un accord de bonne entente mettant fin au froid diplomatique entre les deux pays depuis l'agression japonaise en Chine, consolidant ainsi la position française en Asie, notamment en Indochine. Cette visite, non sans risque, de par la dangerosité des trajets longue distance par avion, coûta la vie à une grande partie du gouvernement suite au crash dans la forêt indo-chinoise du transatlantique les transportant. Alors que le gouvernement est remplacé en toute hâte par un cabinet spécial de défense nationale sous la présidence de Paul Reynaud, la situation des forces républicaines devient de plus en plus désespérée. Les forces nationalistes, au jour du 30 janvier, entament une manœuvre de percée spectaculaire dans la région de la Catalogne. Les combats contre la résistance républicaine sont disproportionnés de par l'équipement supérieur des forces de Franco, ainsi que de l'écrasante supériorité numérique. Les chars, l'artillerie, les soldats franquistes, allemands, anglais et indiens refoulent les maigres défenses du Fronte Popular, dépassés par la prééminence mécanique de leur adversaire. Le 2 février, ce sont dans les faubourgs de Barcelone que l'on se bat pour chaque maison, chaque rue. Malgré la vaillance des défenseurs, la capitale Catalogne est sur le point d'être encerclée. Mi-février, grâce à un effort conjoint des volontaires et des armées nationalistes, les forces républicaines en garnison dans la ville sont encerclées et sont contraints de déposer les armes. Ce triomphe galvanise les soutiens des forces nationalistes, qui fournissent toujours plus d'aide à Franco. Durant le conflit, ce seront plus de 500 000 Anglais et Allemands qui fouleront le sol espagnol sous les drapeaux de l'État nationaliste. 145 chars de fabrication allemande, 720 pièces d'artillerie en tout genre. Le ton entre les grandes puissances bordant le Rhin augmente. Alors que la France respecte scrupuleusement le traité de non-intervention en date du 6 septembre 1936, outrepassé par l'intégralité des autres signataires, son homologue d'outre-Rhin,
l'accuse de soutenir activement les forces républicaines, mettant ainsi en péril une stabilité mondiale qui n'est plus qu'illusoire après l'annexion des États tchèques. Face à cette attaque virulente, le nouveau cabinet exceptionnel annonce un état d'urgence provisoire restreignant les déplacements des citoyens, ainsi qu'un changement drastique de la politique française à l'international. Sous l'impulsion de son président Paul Reynaud, le cabinet réorganise une économie civile défaillante par un vaste plan d'industrialisation et de travaux de grande ampleur, comme par exemple la création de plusieurs barrages hydroélectriques. La question militaire n'est pas non plus en reste, quoique remis à un second plan. Sur la scène internationale, consciente de son isolement diplomatique, la France applique une politique d'endiguement du fléau de l'autoritarisme en Europe, notamment en imposant un cessez-le-feu afin de permettre la fin des hostilités entre républicains et nationalistes, ainsi que la mise en place d'un blocus strict contre toute importation militaire, hydrocarbures ou ressources industrielles utiles à l'effort de guerre de l'État espagnol. Shen Yun. Get tickets now at shenyun.com. Cette vidéo était sponsorisée par le Parti communiste chinois. Longue vie à Xi Jinping. Gloire à la République populaire de Chine. Malgré cette intervention, les combats continuent. Forte de son succès en Catalogne, l'armée nationaliste écrasait les résistances au sud de Madrid. La chute de la capitale est inévitable. Cependant, la prise de la ville fut sanglante. Malgré leur supériorité numérique écrasante, le regain d'intérêt de la cause républicaine sur la scène internationale galvanise les défenseurs qui se battent avec chaque cartouche. Chaque maison s'improvise en casemate de fortune. Sur les 150 000 défenseurs, 70 000 ont échappé à la poche. 7 500 sont morts ou portés disparus, et moins de 5 000 sont faits prisonniers, dont la plupart sont inaptes. En Asie, la situation est tout aussi explosive. Le géant d'Albion renforce sa mainmise sur ses colonies, telles que la Birmanie, Singapour ou la Malaisie. Ce renforcement capacitaire s'illustre par l'agrandissement des bases aériennes, la rénovation des ports militaires dans la région. Plus au nord, la nation nippone entame également un renforcement de sa présence dans le Pacifique, avec une étroite collaboration de son allié mandchourien, accentuant leur présence aux frontières de la Chine. Les patrouilles se multiplient et les entraînements conjoints dissimulent à peine les véritables intentions des états-majors. 8 mars 1939, le 8e groupe de combat de surface du commandant de vaisseau Abuaino, accompagné par une escorte du vice-amiral Lacroix, transite vers la dernière tête de pont de l'Espagne populaire, Valence. Il assure la protection de précieux chargements humanitaires, ainsi que le retour du général Vicente Rojo Luzzi, en exil en France. Son arrivée, saluée par les défenseurs de la Murcie, unifie le complexe défensif et centralise la prise de décision jusqu'ici hasardeuse. Dans ses mémoires, le généralissime espagnol écrit « Je suis arrivé dans une Valence défigurée par la guerre. Les hommes qui se battaient étaient démoralisés, groupés au sein d'une milice désorganisée. Ces hommes, meurtris par les combats, semblaient au premier aspect brisés, mais dans leur regard, on voyait la force d'un lion qui comptait se battre jusqu'au bout. » Environ 300 000 soldats sont regroupés dans ce qui est désormais appelé le corps d'armée de Valence. On y retrouve des divisions d'infanterie régulière, des unités mixtes appuyées par l'artillerie soviétique, des brigades internationales encore en état de combattre, ainsi que quelques blindés légers T-26 et véhicules BA-6. Autour de ce noyau, près de 30 000 hommes opèrent en avant, entre la Murcie et Albacete, dans des unités mobiles chargées de ralentir l'ennemi. 20 000 autres constituent une réserve stratégique prête à intervenir là où la ligne cédera. La défense, en effet, ne repose pas sur une unique ligne, mais sur une profondeur entière de territoire sacrifié. Dans les plaines et les collines de Murcie, aucune position fixe. Les routes sont piégées, les ponts détruits, les convois attaqués. L'ennemi avance, mais lentement, constamment harcelé. Derrière cette zone mouvante s'étend la véritable colonne vertébrale du dispositif.
une ligne fortifiée entre Xatavia et Requena. Là, 2 divisions tiennent des tranchées continues, soutenues par des bunkers, des nids de mitrailleuses et des batteries d'artillerie camouflées. Le terrain était choisi avec soin. Vallée étroite, hauteur dominante, axe routier contrôlé. Ici, chaque mètre doit faire couler le sang. Le complexe défensif converge vers Valence. La ville elle-même a été transformée en forteresse. Elle est découpée en secteurs. Au nord, le port est protégé par les batteries côtières et des pièces d'artillerie lourde. À l'ouest, là où l'attaque est attendue, les défenses sont plus denses. Barricades, champs de mines, positions imbriquées. Au sud, les zones industrielles sont devenues de véritables bastions. Chaque rue est préparée, chaque bâtiment peut devenir un point d'appui. La doctrine est simple, chaque quartier doit pouvoir tenir seul, même encerclé. Au cœur de ce dispositif, le port de Valence est vital. Chaque nuit, ou presque, des convois maritimes tentent de franchir la Méditerranée sous escorte. Ils apportent des armes, du carburant, des munitions et surtout des hommes, soviétiques, yougoslaves et volontaires étrangers. Leur arrivée est une question de survie. Dès le déchargement, tout est redistribué en urgence. Trains militaires, convois routiers nocturnes, dépôts dispersés pour éviter leur destruction par les bombardements. Car le ciel reste une menace constante. Les batteries anti-aériennes ont été déployées tout autour du port, dans les gares et les centres logistiques, mais elles ne suffisent toujours pas. Les bombardements frappent régulièrement, cherchant à briser la logistique plutôt que les lignes. La stratégie du généralissime est claire. User l'ennemi, fixer les forces, l'empêcher de percer rapidement, puis contre-attaquer localement, dès qu'une opportunité apparaît. En parallèle, la guerre continue ailleurs, invisible, sabotage, embuscade, attaque derrière les lignes nationalistes, une guerre lente, constante, qui empêche toute victoire rapide. Stalinium, la nouvelle eau de parfum de l'Union soviétique, est découverte dès à présent sauvage. Les vrais senteurs de la mer patrie. Le dispositif tient, mais il est fragile. Tout dépend de la mer. Si les convois cessent, Valence s'éteindra. Si l'ennemi obtient la supériorité aérienne totale, les défenseurs s'effondreront progressivement. Et les hommes, eux, sont épuisés. Valence n'est pas une simple ville, c'est un verrou solide, organisé profondément, ancré dans le terrain, mais un verrou isolé. Bien que le conflit soit majoritairement terrestre, le blocus imposé par la France aux navires pro-nationalistes apporte une contribution à la guerre non négligeable. La France a mobilisé pour l'occasion près du 6e de sa flotte, répartie en 3 groupes distincts. À l'ouest, couvrant la totalité de la façade atlantique jusqu'à Gibraltar ainsi que les colonies, se trouve le premier groupe de surface du contre-amiral Muselier. Au sud et à l'est, chargé de la surveillance de la Méditerranée ainsi que du détroit, le 9e groupe de l'amiral Jean Soule, soutenu par les escadres du vice-amiral Lacroix, assurant le transit des convois de ravitaillement des forces républicaines. Leurs actions combinées ont rendu possible la prise de 25 cargos et 4 pétroliers durant le premier mois de déploiement. Au cours de ce mois, le blocus voulu propre et sans accroc montra ses limites. 11 avril, un cargo grec tenta de forcer le passage vers Palma avant d'être stoppé. 14 mai, 10h, le Dunkerque, navire amiral de Jean Soule, est pris à partie par l'artillerie côtière au large de Malaga. Aucun impact direct n'est à déplorer. Cependant, 3 hommes sont blessés par des éclats. La flotte se replie derrière un écran de fumée rapidement mis en place par l'escorte, sans riposter, évitant ainsi toute escalade du conflit. Le 18 mai, à 8h, au petit matin, l'escadre principale de l'amiral Lacroix tombe sur une embuscade aérienne nationaliste durant le transit entre Toulon et Valence. Les forces françaises ouvrent le feu dans un cas de légitime défense. 8 appareils nationalistes sont abattus. Un incident de tir a rendu incapacitant un canon de 37 mm. Des dégâts légers sont observés dus à l'impact de bombes proches de la carlingue. Ces engagements, bien que isolés, démontrent plusieurs failles capacitaires, notamment la détection tardive de menaces due à l'absence de reconnaissance aérienne efficace.
Il s'agit également du premier déploiement de plusieurs unités récemment livrées à la Marine nationale, qui ont démontré avec brio leur capacité au combat. En effet, les navires de la classe Dunkerque sont notamment salués pour leur maniabilité et leur aisance à intercepter les convois dissidents. Les navires d'escorte tels que la classe Mogador et Vaclin sont également loués par l'amirauté pour leur efficacité durant le raid du 18 mai, mais aussi pour leur réactivité et leur adaptabilité. Les croiseurs ne sont pas non plus en reste et sont salués pour leur polyvalence malgré leur absence des lieux d'affrontement, relayés à un poste navire reconnaissance grâce à leurs composantes d'aéronautique embarquées. Au jour du 23 mai, les flottes de blocus sont renforcées par les porte-aéronefs Béarn et Commandant Est, ainsi que par divers appareils opérant depuis des bases à terre. Le nouveau mot d'ordre fait le tour des équipages, pas un seul navire ne doit passer. Les nouveaux ordres, cependant, ne mentionnent plus le second alinéa sur l'importance d'éviter toute escalade. Un cap a été franchi. Le ciel de l'Espagne est également un champ de bataille sans précédent. Malgré son absence de pistes en nombre suffisant, le camp républicain assure une présence aérienne bien que minime au-dessus des zones de combat, bénéficiant notamment des bases aériennes françaises pour faire décoller ces I-16 fraîchement envoyés par l'URSS, en plus des 3500 combattants. Les forces républicaines peuvent aussi s'appuyer sur une petite flotte de bombardiers légers SB-2, bien que rarement de sortie, préservés pour les contre-offensives. Face à eux, les appareils de la Légion Condor balayent les airs par leur écrasante supériorité technologique et numérique. On peut toutefois noter quelques éclats d'armes des pilotes russes, notamment Viktor Golubov, qui comptabilisa près de 8 victoires rien que dans la nuit du 25 au 26 avril. L'avenir ne nous paraît que plus sombre au jour du 1er juin 1939. Alors que déjà le monde était plongé dans la pénombre, l'humanité allait connaître une chute dans les